bonsoir chers parents. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïn, bonsoir à tous. Oui, ce soir dans la rubrique principale de notre émission, nous allons parler du spasme du sanglot. C'est un état très particulier. Des fois, les enfants peuvent devenir blancs ou bleus et arrêtent de respirer. Exactement. Alors docteur, le spasme du sanglot, qu'est-ce que c'est exactement ? Le spasme du sanglot, c'est une manifestation d'une émotion des jeunes enfants. C'est une manifestation de sa peur, de sa colère, de sa frustration. Et l'enfant bloque sa respiration, il arrête de respirer, donc il peut devenir bleu et même il peut perdre connaissance. Ça a l'air très impressionnant, mais est-ce dangereux ? Généralement, le spasme du sanglot est sans conséquence sur l'état de l'enfant, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Il revient à lui-même après quelques instants, comme si de rien n'était. Certes, vous dites que ce n'est pas dangereux, mais quand même, certaines mères ne peuvent s'empêcher de dramatiser un peu, de s'inquiéter. Est-ce sort ou pas ? C'est vraiment normal, mais c'est un comportement qu'il faut modifier. Si on a un enfant qui fait un spasme du sanglot, la maman a toujours peur quand l'enfant ne va pas bien. Mais si vous avez eu peur, il ne faut pas montrer à votre enfant que vous avez eu peur. Ne le montrez pas en face de lui. Je vois. Et à part cela, comment reconnaître le spasme du sanglot ? Le spasme du sanglot existe sous deux formes. Tout d'abord, il y a le spasme bleu et aussi le spasme blanc. Donc, parlons tout d'abord du spasme bleu qui est la forme la plus fréquente. Oui. Vous savez, quand l'enfant il commence à pleurer, quand il est contrarié ou quand il a peur ou quand il est un peu frustré, il commence à pleurer petit à petit et ensuite, il hurle. Et quand il hurle très fort, il y a un moment où il bloque sa respiration. Donc, il peut bloquer sa respiration et sa bouche reste grande ouverte pendant 2 à 3 secondes. C'est vraiment très impressionnant. Et il peut devenir bleu tout d'un coup parce qu'il ne respire pas. D'accord. Oui, et parfois même, il peut perdre connaissance. Il va devenir hypotonique, donc il va être très très mou. Il faut juste le rassurer, il ne faut pas le bouger, il faut juste que vous assuriez qu'il ne se blesse pas quand il fait sa crise. Et je vois donc que c'est pour cela qu'on l'appelle la forme bleue. Et est-ce que l'enfant peut perdre connaissance ? J'avais dit tout à l'heure que l'enfant peut vraiment perdre connaissance, il peut devenir très mou et il peut même y avoir des petites secousses musculaires, mais très très rapidement, l'enfant va revenir à son état normal, comme si de rien n'était. Et à part cela, vous avez parlé de la forme blanche tout à l'heure, docteur. Est-ce que ça veut dire que l'enfant devient avide, devient blanchâtre ou autre couleur ? Oui, c'est une forme qui est plus impressionnante, mais qui est moins rare par rapport à la forme bleue. Tout d'un coup, après toujours une émotion, il y a toujours une notion d'émotion chez l'enfant qui fait des spasmes du sanglot, que ce soit la forme bleue ou la forme blanche. Il y a toujours une émotion. Donc, l'enfant peut ne pas crier, l'enfant peut ne pas pleurer, mais tout d'un coup, il devient livide, il devient blanchâtre et il peut perdre connaissance comme mort, entre guillemets. Donc, c'est très impressionnant, mais il perd connaissance d'un coup. Mais je tiens toujours à rappeler que l'enfant revient à lui-même très rapidement et c'est sans séquelles. Je voudrais quand même signaler un élément très important du spasme du sanglot, Taïn. Généralement, le spasme du sanglot survient en présence d'une même personne. Souvent, c'est la maman ou la personne avec qui l'enfant a plus d'affinité. Donc, ça ne se passe pas tout seul. Si l'enfant joue tout seul, il ne fera pas un spasme du sanglot. C'est souvent en présence d'un adulte. Donc, c'est vraiment un élément important pour savoir si vraiment l'enfant fait vraiment un spasme du sanglot. Voilà. Il était utile de le souligner, mais à part cela, docteur, voilà une question que tout le monde attend peut-être. Peut-on confondre un spasme du sanglot avec une autre maladie? Et surtout, est-ce qu'il faut consulter lorsque l'état revient trop fréquemment? Le spasme du sanglot peut être confondu avec d'autres maladies, c'est vrai, comme l'épilepsie ou les crises cardiaques ou certaines crises respiratoires aussi. Donc, si vous avez peur, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin ou votre pédiatre. Mais globalement, c'est lié à l'émotion, comme on a dit tout à l'heure. Le spasme du sanglot survient toujours en présence d'une personne qui est très proche de l'enfant. Et globalement aussi, l'enfant revient à son état normal très très rapidement
et sans séquelles, comme si de rien n'était. D'accord, c'est clair. Une avant-dernière question peut-être, docteur. Vous avez quand même dit tout à l'heure qu'il faut juste rester calme quand l'enfant a un spasme, mais vous avez d'autres conseils pour qu'on puisse bien réagir lorsqu'on fait face à un spasme du sanglot? Avant de répondre à votre question, Taïn, je tiens quand même à signaler que 35% des enfants qui font des spasmes du sanglot ont eu des parents qui ont fait du spasme du sanglot quand ils étaient enfants. Et généralement, on fait le spasme du sanglot entre 6 mois et vers 3 à 4 ans. Et le pic se situe à 18 mois. Donc, si votre enfant fait le spasme du sanglot dès les premières semaines de vie ou un peu tardivement, c'est-à-dire vers l'âge de 5 ans, il faut consulter. Et aussi, comment faut-il faire? C'est cela votre question de tout à l'heure. Oui, comment réagir? Il n'y a pas grand-chose à faire quand l'enfant fait le spasme du sanglot. Tout d'abord, il faut que vous êtes sûr que l'enfant fait vraiment du spasme du sanglot. Dans ce cas, vous faites attention que votre enfant n'est pas mal, qu'il ne tombe pas sur quelque chose quand il fait sa crise. Donc, vous le surveillez juste. Il y a aussi des parents qui ont tendance à soulever les enfants par le pied, ou suspendre leurs enfants ou tapoter leurs enfants. Il ne faut pas faire cela. Il faut juste laisser l'enfant comme ça. Inutile d'asperger votre enfant d'eau. Inutile de le masser. Inutile de le suspendre comme je viens de le dire tout à l'heure. Et il faut juste faire en sorte que l'enfant ne se blesse pas. Et il va revenir à lui-même très très rapidement sans que vous ne vous en rendiez pas compte. Et il ne faut surtout pas que votre enfant sente que vous aviez eu peur. C'est cela qui est le plus important parce que je tiens toujours à le dire qu'il peut se servir de cela pour vous tyranniser, pour s'imposer, alors qu'un petit enfant a besoin de limites, un petit enfant a besoin d'autorité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et merci de nous avoir partagé ces proscriptions, docteur. Et une dernière question peut-être, comment éviter les récidives? Y a-t-il des traitements, même si cela n'est pas mortel? Il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, pour éviter les récidives, il faut que l'enfant comprenne que ce qu'il fait n'a pas d'impact sur votre comportement sur lui. C'est la meilleure chose à faire. Et retenons donc que le bébé ou l'enfant va revenir à lui tout seul après un spasme du sanglot, n'est-ce pas? C'est vrai. Que ce n'est pas mortel, en tout cas, mais il faut juste le laisser évacuer sa colère, son émotion, et ne pas le brusquer, c'est ça? Tout à fait. Vous avez tout compris, Taïn. Oui, je ferai peut-être une bonne maman. J'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir expliqué tout sur le spasme du sanglot. À présent, nous allons faire une petite pause et on revient tout à l'heure. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Alors, docteur Sylvia, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, Taïn, je nous ai ramené cette crème qui s'appelle Episoft A du laboratoire Noreva. Et à quoi sert cette crème? Où est-ce qu'on la met? Sur le visage, le corps? C'est une crème hydratante et c'est aussi une crème restructurante pour les femmes qui commencent à avoir des problèmes de fermeté, des problèmes d'élasticité. Donc, c'est une crème hydratante
pour nous les femmes. Parce que vous savez, des fois, à un certain âge, on a quand même un peu peur pour le visage. Il faut bien prendre soin de son visage, n'est-ce pas? Absolument. Et je suppose qu'à partir de maintenant, Episoft A va faire partie des indispensables pour les mamans. Où est-ce qu'on peut le trouver, docteur Sylvia? Comment est-ce qu'on procède pour son application? Oui, Episoft A s'applique après avoir bien nettoyé votre visage, matin et au soir. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme base de maquillage si vous vous maquillez. C'est à la fois une crème hydratante et une crème restructurante. Et vous pouvez trouver ce produit uniquement en pharmacie. C'est très facile à trouver. Très bien, merci beaucoup. C'est un article très intéressant, Episoft A du laboratoire Noreva. Et on va remercier le docteur Sylvia de nous avoir apporté ce joli petit produit qui va faire des miracles pour beaucoup de mamans. Et on va passer à la rubrique suivante. Nous voilà dans la rubrique préférée des parents. Dans la rubrique de ce soir, nous allons lire la question de Luc. Bonjour, mon fils a une angine depuis 3 jours. Il a la diarrhée depuis hier et nous aussi. Est-ce qu'il faut que je retourne voir le médecin pour une éventuelle gastro et adapter le traitement? Merci d'avance. Voilà la question de Luc. Oui, bonjour Luc. Évidemment, notre réponse arrive un peu tard, mais cela pourrait aider Luc prochainement ou pourra aider d'autres parents aussi. Si vous avez dit que votre fils a une angine depuis 3 jours, il faut savoir que de nombreuses infections chez les enfants s'accompagnent souvent de signes digestifs comme la diarrhée ou les vomissements. Donc, un enfant qui fait des otites, un enfant qui fait des bronchiolites, un enfant qui fait des rhinopharyngites ou un enfant qui a juste le rhume, un enfant qui a une angine peut avoir de la diarrhée ou peut avoir aussi des vomissements. Donc, cela pourrait être en rapport avec une angine si votre enfant a la diarrhée, si vous avez déjà consulté un médecin. Mais vous dites aussi que vous aussi, vous avez la diarrhée. Il se peut que ce soit une gastro-entérite, que ce soit une intoxication alimentaire. Donc, regardez bien si votre enfant fait beaucoup de sel liquide, si votre enfant a de la température, si votre enfant ne boit pas suffisamment. Consultez si vous avez peur pour votre enfant. D'autre part aussi, les enfants qui prennent des antibiotiques peuvent faire de la diarrhée. Donc, il se peut que vous ayez eu des antibiotiques pour traiter l'angine de votre enfant. Cela pourrait être lié à cela. Mais si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à consulter. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de Luc. Si je peux me permettre aussi, docteur, il faut consulter selon le nombre de selles de l'enfant et sa capacité à se réhydrater. Exactement. Il faut consulter. Si vous avez des doutes, il vaut mieux consulter pour rien que de ne pas consulter s'il y a un problème. Voilà. Et c'est aussi la fin de notre émission, ça se termine déjà. On vous remercie de nous avoir suivis et comme d'habitude, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours sur Cool TV. Au revoir.